Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet un peu plus sociologique, mais la sociologie a aussi son influence, c'est aussi un critère à tenir compte lorsque l'on veut investir. Et c'est principalement le cas lorsque l'on veut investir dans une entreprise, que l'on soit investisseur ou qu'on soit entrepreneur soi-même pour son entreprise ou qu'on a l'intention de racheter une autre entreprise. Tous les éléments sont indispensables, pas seulement l'objet de l'entreprise, ses ambitions, ses comptes, évidemment sa trésorerie, mais également la manière dont est gérée l'entreprise et aussi comment on fonctionne à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous allons parler du télétravail. En effet, le télétravail est un critère de choix lorsque l'on parle d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Donc, commençons donc avec le sujet sur le télétravail. Le télétravail, eh bien, il est entré très récemment dans nos sociétés occidentales en Europe à la période du Covid. Avant cette période, eh bien, on n'en parlait quasiment pas. C'était surtout une façon de travailler qui était très commune aux États-Unis, fort utilisée. D'ailleurs, là-bas, il y a énormément d'auto-entrepreneurs et le télétravail a toujours eu beaucoup plus d'influence que chez nous. Par conséquent, depuis la crise Covid, eh bien, on entend un peu partout fleurir plein d'éloges sur ce type de travail, le télétravail, que l'on forge de tout plein de bienfaits et on en arrive même à l'encourager. Et on peut l'encourager en effet parce que ça le permet à beaucoup de gens de pouvoir travailler. On peut parler des femmes qui sont seules et qui élèvent des enfants et par conséquent le télétravail est un travail qui est tout à fait compatible avec leur choix de vie. On peut également citer le cas des handipreneurs, des handicapés qui peuvent, par l'intermédiaire du télétravail, eh bien, être actifs dans la société et s'épanouir ainsi et se sentir utiles et comparables à une personne valide. Si nous prenons l'historique, eh bien, comme je vous l'ai dit, le télétravail, eh bien, il était excessivement rare avant 2020. C'est le Covid qui va rendre cette façon de travailler comme une nécessité et une obligation. C'est une manière de travailler qui a évidemment ses avantages également. Comme vous avez pu le constater, eh bien, ce type de travail, qu'on appelle le télétravail ou sous l'abréviation TT, eh bien, a perduré après la période Covid. Cette parenthèse s'est poursuivie. Évidemment, on a eu deux périodes Covid, la première, et puis il y a une deuxième l'automne suivant, dont le télétravail a continué. Mais depuis 2020, eh bien, on reste dans cette parenthèse de télétravail. Et certains avaient même affirmé à l'époque eh bien, que ça allait faire partie d'une des plus grandes révolutions, comme un peu la révolution industrielle, l'arrivée du télétravail comme une nouvelle manière de travailler, de lancer un... Eh bien, il est fort à constater qu'on doit peut-être voir un peu nos coquilles puisque l'on se rend compte qu'actuellement, eh bien, certaines entreprises sont en train de faire marche arrière. Et les entreprises qui sont en train de faire marche arrière, les premières qui sont en train de le faire, eh bien, ce sont les entreprises qui sont les plus avant-gardistes, qui sont plus tournées sur la technologie. C'était Amazon, qui oblige ses travailleurs à revenir travailler 3 jours par semaine au bureau. On parlera également de Google, de Uber, de Tesla et même Elon Musk oblige son personnel à retravailler 40 heures semaine au bureau et le reste à domicile. On commence donc à voir les critiques apparaître sur ce mode de travail. On pourra citer à ce sujet-là Sam Altman qui a dit que le télétravail, eh bien, c'était la pire erreur
commises par les industries technologiques. C'était tellement devenu important le télétravail, surtout aux États-Unis, que des entreprises étaient également venues s'implanter dans le contexte du télétravail pour compléter cette nouvelle manière de travailler. Et ces entreprises, développaient des outils de contrôle, de flicage, etc. pour voir la rentabilité du travailleur au domicile, ce qu'on appelle les bossware. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait marche arrière? Eh bien, c'est parce que l'on a constaté que à court terme, ça a très bien fonctionné, mais maintenant qu'on commence à avoir du recul, eh bien, on se rend compte que au fil des années, sur le long terme, eh bien, la productivité diminue. On constate d'ailleurs, selon les expériences qui ont été menées et les analyses, que 2 jours de travail par semaine en télétravail, c'est très productif, mais au-delà, 3 jours par exemple, eh bien, ça devient improductif. Quelles sont les causes des avantages? Eh bien, principalement, c'est les espaces de travail. Actuellement, on n'a plus les maisons qu'on avait dans le temps, où on avait énormément de pièces. Beaucoup d'immeubles ont été construits dans le style une pièce avec cuisine, salon, salle à manger, une chambre à coucher ou 2 chambres à coucher, une salle de bain, un WC, et le tour est joué. Évidemment, à partir du moment où on travaille, il faut un espace de lieu de vie. Beaucoup ont dû s'approprier leur immeuble et faire avec les moyens du bord. Donc finalement, on travaillait un peu dans l'urgence pendant la période Covid. Donc les enfants travaillaient dans leur chambre, un parent travaillait à la cuisine, l'autre dans la salle à manger, et on se débrouillait comme ça. Mais à long terme, ce n'est pas possible. Et si vous êtes un fanatique du Feng Shui, vous saurez que chaque pièce a un objet précis et créé dans un but précis. Et par exemple, si vous travaillez dans votre chambre, eh bien votre cerveau, votre inconscient, lui comprend que quand vous allez dans votre chambre, c'est pour travailler et il ne comprend plus que c'est pour dormir. Et c'est pour ça que certains ont difficile de dormir. Donc chaque pièce a son utilité, son objectif, et faire plusieurs objectifs dans la même pièce, eh bien, ça perturbe psychologiquement et physiquement les personnes. Deuxième cause, eh bien, c'est la difficulté de séparer vie professionnelle et vie privée. En effet, les GSM continuent à sonner à 8h, à 9h, à 10h du soir. On continue à travailler à 2h au matin. Il n'y a plus de limite. Avant, quand vous alliez au bureau, bien, quand vous avez quitté votre bureau, le téléphone il ne sonne plus, c'est le téléphone du bureau qui sonne. L'ordinateur du bureau, eh bien, vous l'avez quitté, vous n'avez plus accès et c'est terminé. À partir du moment où c'est à domicile, il n'y a plus de limite. Les indépendants connaissent bien ça. Eux, leur rôle, évidemment, c'est de travailler à n'importe quelle heure, d'être à la disposition de leurs clients. Mais celui qui, lui, a décidé de travailler sous un contrat de travail, bien normalement, quand il a fini ses heures, il a fini ses heures. Et avec ce système, eh bien, il y a des débordements. Enfin, on peut citer également qu'il y a beaucoup moins de liens sociaux. On ne voit plus les gens discuter avec leurs collègues, on ne voit plus les gens se réunir à la machine à café, aller manger à midi ensemble, aller faire le tour des magasins ensemble, etc., boire un verre à la fin de leur journée. Tout cela, eh bien, c'est coupé par le télétravail. Il n'y a plus de lien et par conséquent, ça a aussi un effet néfaste sur le moral et sur les liens sociaux. On peut également citer la baisse de l'appartenance à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a beaucoup moins de cohésion, d'appartenance en travaillant à partir de chez soi. Alors tous les pays dans le monde ne voient pas le télétravail de la même façon. Comme je vous l'ai dit, bien, les États-Unis, eux, sont très portés sur la chose depuis de nombreuses années. On compte qu'en moyenne aux États-Unis, 1,5 jours par semaine est consacré au télétravail. Le Canada, encore un peu plus, peut-être lié d'ailleurs au climat, 1,7 jours. Le Japon, par contre, très peu, 0,5 jours, donc même pas une journée complète. Et la France, eh bien, 0,6 jours, donc à peu près comme le Japon, même pas une journée
par mois, alors que l'Europe approche à peu près de 1 journée par semaine. Par conséquent, les Français sont les plus réfractaires à ce type d'activité du travail à domicile. Alors, que peut-on en tirer comme conclusion? Alors, comme conclusion personnelle, eh bien, je vous dirais que donc, le premier point que l'on peut dire, eh bien, c'est que, évidemment, la révolution que l'on pensait acquise est vraiment la grande révolution du siècle, mais elle n'aura pas lieu. Ce sera une petite révolution, une petite avancée, une nouvelle façon de travailler, tout simplement, mais sans grand tabac. Et que ce moyen de travailler a de nombreuses conséquences, positives ou négatives d'ailleurs, mais de nombreuses conséquences et dans de nombreux domaines. On peut citer comme domaine d'influence eh bien, sur la productivité du travail lui-même. Comme je vous l'ai dit, le télétravail, plus il est prolongé dans le temps et moins il est rentable. Deux, eh bien, ça touche principalement la société en elle-même et même dans ses bases et ses fondements. On voit une influence à l'intérieur des villes. Évidemment, si les gens travaillent de chez eux, eh bien, on ne va plus dans les villes. Il y a moins de transport, comme je vous l'ai dit. Il y a moins de mouvement, moins d'animation. Et ça a des répercussions en cascade dans de nombreux secteurs, soit de manière positive ou soit de manière négative. Évidemment, si tout le monde travaille à domicile, il faut plus d'ordinateurs, il faut plus d'imprimantes, il faut plus de papier. Donc ça va bien marcher. Par contre, les cafés, les commerces, les transports, etc., eh bien, eux, ils vont en pâtir. Il y a aussi une influence sur l'immobilier. Eh bien, oui, vu que les gens travaillent de chez eux, eh bien, il faut moins de bureaux commerciaux, de magasins commerciaux. Donc, la conception immobilière doit être transformée en conséquence. Ensuite, il y a une répercussion aussi sur le système digital, puisqu'on va inventer tous des nouveaux systèmes de flicage, de surveiller si vous travaillez, si vous n'êtes pas au repos, combien d'heures vous travaillez par jour, etc. Donc, tout ça sera une influence sur des nouveaux secteurs d'activité qui n'existaient pas avant et qui sont devenus quasiment indispensables. Enfin, il y a aussi l'environnement qui en subit les conséquences, puisque d'un côté positif, on se déplace moins, on développe moins d'énergie, il y a moins de chauffage, puisque tout le monde se chauffe de chez soi et les bureaux travaillent moins, donc il y en a moins. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, le digital est aussi très polluant. Donc, ça n'est pas tout à fait positif. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs dans ce cas. Enfin, ça a une répercussion aussi sur la santé, que ce soit santé physique, parce que les gens se déplacent moins, ils restent assis toute la journée sur leur chaise. Deux, ils ne voient plus au niveau mental, et bien psychologique, il n'y a plus de liens sociaux, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est beaucoup moins gai, et à long terme, les gens deviennent dépressifs, renfermés. Et enfin, il y a les éléments émotionnels, évidemment, qui se lient à tout ça. On peut également citer qu'il faut aussi remanier et revoir la conception des immeubles, de construction de maisons. Le système de une pièce pour tout, eh bien, ça devient un peu démodé, puisque s'il faut travailler, il faut au moins une pièce pour pouvoir travailler pour la femme, pour l'homme et également pour les enfants. Donc, ça fait quand même beaucoup plus de pièces à mettre en œuvre si on veut respecter les objectifs de chaque pièce tels que définis, par exemple, par le Feng Shui ou par des méthodes classiques de travail. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, s'ils veulent vraiment séparer partie privée et partie professionnelle. Enfin, ça a une répercussion sur la consommation, je vous l'ai dit. Vu qu'on travaille à domicile, on consomme moins. On n'ira plus au magasin tout de son bureau, mais on ira peut-être près du magasin dans son petit village où on habite. On n'ira plus au café ou près de l'endroit où on travaille. On restera chez soi. On sera livré de la marchandise et de la nourriture plutôt qu'aller faire ses courses. Donc, ça entraîne également un changement et des répercussions dans la consommation et encore dans bien d'autres domaines que je ne vais pas énumérer ici, mais c'est les principaux que l'on peut relever. Par conclusion, que peut-on en tirer? Eh bien, si vous êtes entrepreneur
Oui, le télétravail a toujours son utilité. Moi, à mon sens, il reste utile et devrait être plutôt envisagé dans le sens que c'est une condition qui devrait être abordée en tant qu'offre d'emploi, comme on réclame parfois le permis B pour travailler, etc., ou tel diplôme, ça devrait devenir une condition pour un emploi défini, mais pas une obligation pour l'ensemble de l'entreprise de travailler comme ça. Certaines personnes se trouvent très bien en télétravail et d'autres pas du tout. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'autre choix que je vous ai dit au niveau santé ou au niveau familial que de travailler comme ça. Donc ces gens-là, ils vont courir à ce type d'activité. Et par contre d'autres, ben, ils aiment bien de sortir, d'avoir un chez-soi et de couper de leur travail. Et par conséquent, eux, espèrent toujours pouvoir continuer à aller au bureau. Donc je pense que si on veut garder une productivité efficace dans les entreprises, il ne faut ni imposer un système plutôt que l'autre, mais lorsque l'on offre une possibilité d'emploi, eh bien c'est de déclarer dans l'offre d'emploi si ce travail est un travail de télétravail ou un travail sur le lieu du bureau, et la personne demandeuse d'emploi fait le choix en fonction de ses desiderata personnels d'aller vers tel type de travail ou vers tel autre, mais je crois qu'il faut conserver les deux types de modes de travail si l'on veut être le plus productif possible. Entrepreneur, je pense qu'à l'ère actuelle, il faut aussi un pied de chaque côté, un pied côté digital et un pied côté physique, car certaines personnes veulent avoir un contact physique, ont des questions à poser et le fait de passer par le téléphone ou bien par l'internet, par des mails ou des chatbox, eh bien, c'est pas du tout agréable, c'est impersonnel et je vous dis pas les chatbox, j'en ai fait l'expérience il y a 3 semaines d'ici, c'est des machines qui vous répondent et en dehors de ce qu'on leur a inculqué, vous n'obtenez rien du tout. Donc, c'est vraiment pas le choix à faire, en tout cas pour des questions bien précises de service après-vente. Par conséquent, je ne peux conseiller qu'à tous les entrepreneurs auto-entrepreneurs de garder un point physique à côté d'une boutique. C'est le choix qui va, à mon sens, dans le sens que l'on touche le plus de clients, de potentiels clients, et de répondre à l'ensemble des demandes, ceux qui aiment le contact et ceux qui ne veulent en avoir aucun. Et bien comme ça, vous avez un pied dans chaque côté et vous êtes ouvert à l'ensemble de votre clientèle, à leurs souhaits personnels et font le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre et vous les avez tous les deux à votre disposition dans votre propre entreprise. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était un peu moins économique aujourd'hui, même si ça l'est quand même et ça a sa répercussion également, parce que si vous souhaitez investir dans une entreprise, ben, peut-être que ces éléments-là, le fait que je vous dis qu'il faut quand même avoir un pied de chaque côté, eh bien, attirera votre attention et ce sera peut-être un critère que vous utiliserez si vous voulez investir dans telle ou telle activité. Alors, les nouvelles en bref de ce mois d'août, de cette fin août, puisque nous sommes le 22 août, eh bien, c'est que premièrement, ben, la Fed envisage de nouveau une nouvelle hausse des taux, suite toujours aux conséquences de l'inflation. On parle de 0,25%, ça n'en finit pas. Deuxièmement, eh bien, on voit que l'or a une légère reprise. Il a quand même commencé à reprendre des couleurs, même s'il est au plus bas depuis 5 mois. On remarque également la dévalorisation du dollar, donc le dollar est en forte baisse, ainsi que les obligations. Enfin, troisièmement, eh bien, on peut retenir que la Chine ne va vraiment pas bien. On croyait et on espérait une croissance de 5%, ce qui allait permettre de contrecarrer ce qui n'allait pas dans le reste du monde. Eh bien, on revient sur les prévisions en parlant de seulement 4%. On sait qu'il y a des gros problèmes économiques là-bas, une déflation et aussi un gros problème sur le marché immobilier. Enfin, quatrièmement, eh bien, on va parler de nouveau des notations, puisque Fitch Ratings
menace de nouveau de dégrader l'ensemble des banques américaines, ce qui correspondra à peu près à 70 banques, et même la fameuse et célèbre banque JP Morgan serait parmi celles-là. Alors, on peut également parler que la Banque centrale russe, cette fois-ci, s'attaque pour la première fois à la dévalorisation du rouble, ainsi qu'à l'inflation qui a également fait son apparition sur le territoire russe. Et actuellement, les taux d'intérêt sont de 12% en Russie. Enfin, côté sud-américain, eh bien, l'Argentine, quant à elle, vient d'avoir des élections présidentielles et Javier Milei vient d'être élu avec 30% des sondages, ce qui est une grande surprise puisque c'est un parti, dirons-nous, libéral et qui vient jouer le trouble fait puisque les deux partis traditionnels, le parti péroniste du président sortant et l'opposition conservatrice historique, eh bien, sont détrônés au profit de ce nouveau parti de tendance libérale. Enfin, dernières élections en Amérique du Sud, c'est les élections en Équateur, où là, lors de la campagne électorale, un des candidats à la présidence a été abattu en plein meeting, ce qui a évidemment mis plus de tension. Le premier tour a eu lieu, aucune majorité n'a été obtenue, personne n'a eu 50% des intentions de vote. Par conséquent, il y aura un deuxième tour entre les deux candidats qui ont le plus remporté de suffrages et le premier parti représente à peu près 33% des intentions de vote avec une femme, Luisa González, qui fait partie du mouvement révolutionnaire citoyen, qui est en fait le parti dont l'ancien président en fuite en Belgique, le président Rafael Correa, donc qui est en fuite en Belgique et condamné à 8 ans de prison ferme par contumace dans son pays, eh bien, a mis donc un parti au pouvoir dans son pays, représenté par Luisa González, et elle aurait apparemment le crédit et l'intention d'une grande majorité de voix, environ 33%. Donc, elle va se retrouver au deuxième tour. C'est une avocate. Et en deuxième lieu, il y a le deuxième candidat, ce sera Daniel Noboa Azin. Noboa qui a déjà été dans sa famille, il y a eu des anciens de la famille Noboa qui ont déjà été présidents par le passé. Et bien donc ces deux candidats vont se retrouver au deuxième tour prochainement et nous verrons évidemment qui des deux candidats l'emportera et sera plutôt la tendance d'un président qui a été attaqué par l'ancien président et poursuivi en justice ou est-ce que c'est plutôt la tendance libérale qui l'emportera. Voilà, je crois avoir dit toutes les nouvelles concernant les nouvelles brèves concernant l'Est avec la Russie et la Chine, les États-Unis et l'Amérique du Sud. J'en ai donc fini avec mon tour du monde et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. À bientôt.